Ce cours est consacré aux dispositifs qui empêchent l'instabilité et qu'on appelle fonction contreventée. Cet édifice en béton, dont le gros œuvre est finalisé, semble très solide. Pourtant, du fait du nécessaire assemblage entre les éléments des fonctions porter et franchir, il est très sensible à un phénomène qui s'appelle instabilité. Sans les dispositifs adaptés mis en œuvre ici et que l'œil averti aura identifié, il pourrait subir la même défaillance que cette maison mongole qui est menacée de ruine. Tout comme l'édifice en béton, dans cette maquette, l'assemblage entre le poteau et la poutre est parfaitement adapté aux charges verticales représentées par la sphère. Par contre, cet assemblage est très peu résistant à l'effort horizontal que générerait le vent par exemple. L'effondrement apparaît par basculement de l'ensemble et surtout, la ruine est rendue irréversible à cause de la charge verticale appliquée qui empêche tout retour à la position initiale. Pour assurer le contreventement, une première idée est de réaliser un ancrage solide dans le sol, on dit un encastrement, à l'image de cette éolienne au sommet de sa colline. Mais la taille de la fondation est souvent très grande et coûteuse à réaliser. Si elle est inévitable pour ce cas, cette solution est parfois utilisée dans les grands édifices à l'image du terminal T3 de l'aéroport de Pékin. Mais pour les bâtiments plus courants, les concepteurs essayent d'éviter d'y avoir recours, d'autant que de nombreux autres dispositifs moins coûteux existent. Les systèmes les plus économiques consistent à mettre en œuvre un élément pour s'opposer au déplacement. Le plus simple et le plus intuitif d'entre eux est un câble diagonal qui se tend sous l'effort. Si l'effort s'inverse, le câble se détend et devient inefficace. Alors, pour s'opposer à cette deuxième direction d'effort, on doit mettre en œuvre un deuxième câble. Le dispositif complet est donc composé de deux câbles que l'on appelle croix de Saint-André. Souvent utilisés pour les équipements, les croix de câbles sont recherchées pour leur discrétion, afin de les laisser dans leur seul rôle technologique de stabilisation. Il en est souvent de même pour les édifices urbains, comme ici le Bregenzkunsthaus de Zumthor, qui profite du graphisme des rampes d'escalier vues en transparence pour faire disparaître les stabilités de la façade vitrée. En opposition, avec une expression démonstrative des croix en câble sur la façade principale du centre Pompidou à Paris, les architectes Piano et Rogers revendiquent la multifonctionnalité du musée en s'inspirant du vocabulaire architectural de la halle industrielle. Quand les croix pénalisent la circulation des usagers, le concepteur peut faire évoluer la forme en croix de Saint-André retroussée, en maintenant le câble dans l'angle structurel opposé. L'originalité du dispositif est que les trois éléments restent tendus sous l'effort horizontal et peuvent donc rester en câble, à l'image de ces très discrètes stabilités assurant le contreventement du chapiteau de la côte Saint-André. Les câbles présentent deux inconvénients majeurs: la singularité de leur assemblage sur l'ossature et le besoin d'être réglé. Ainsi, le concepteur peut-il privilégier une solution ne nécessitant pas de réglage avec un seul élément diagonal. Il est plus massif que le câble, car il travaille alternativement en traction ou en compression pour reprendre les deux directions d'effort. On appelle cet élément un contreventement par bielle. Rien n'empêche toutefois de créer une croix avec ce même élément pour répartir les efforts entre eux ou encore créer des symétries visuelles. On connaît tous l'exemple de la tour Eiffel qui exploite ce principe sur toute sa hauteur. Si de loin ces bielles en croix semblent fines, de près on constate qu'elles sont plutôt largement dimensionnées pour résister aux fortes compressions et elles sont réalisées en treillis de cornière pour optimiser le poids. De façon plus contemporaine, la Hearst Tower de Foster ou bien l'aéroport de Marrakech décline ce principe de bielle oblique avec des motifs géométriques répétitifs. Le principe de stabilisation reste quant à lui parfaitement identique, qu'il soit vertical ou horizontal. Dans une architecture plus déconstruite, l'immeuble Tots de Toyo Ito ou encore le pavillon noir de Ricciotti jouent avec cette contrainte en évitant la répétitivité géométrique et proposent des façades porteuses à la fois structurelles, stabilisatrices et extrêmement graphiques. Et si cette approche structurelle, qui semble non conformiste, était une façon contemporaine d'interpréter les façades à pans de bois de nos villages? Une autre façon d'assurer la stabilité consiste à empêcher la rotation entre les poutres et les poteaux
en y réalisant un assemblage solide, ici des encastrements. Ce dispositif de contreventement s'appelle portique ou cadre. C'est ce qui est réalisé sur cette poutre lamellée collée reprise par des poteaux verticaux, qui trouve sa stabilité dans la présence de 2 jambes de force oblique qui bloquent efficacement les rotations en tête de poteau. Dans le registre de la charpente métallique, ou encore dans le registre de l'habitat domestique, citons l'élégante Villa Farnsworth de Mies van der Rohe, pour laquelle chaque assemblage entre poutre et poteau a été minutieusement soudé sur site lors du montage pour assurer l'intégralité de la stabilité. Un élément fréquent de la construction fonctionne parfaitement pour le contreventement. Il s'agit du mur. En effet, il conduit les efforts horizontaux jusqu'au sol au travers d'une diagonale fictive qu'on appelle bielle de compression. Cette zone est très sollicitée et doit être conçue avec précaution pour les murs maçonnés. On parle d'une stabilité par voile. Nombreux sont les exemples dans la vie quotidienne où les murs en béton assurent ce rôle. Mais le matériau bois, avec les panneaux contre-collés, commence à être régulièrement utilisé, y compris pour les immeubles de plusieurs étages. Soulignons également Álvaro Siza à Lisbonne, qui en lançant ce grand voile béton suspendu sur près de 70 mètres sur 50 de large, se devait de reprendre l'effort horizontal de sa tension. Il le réalise en une admirable évidence avec le jeu irrégulier de 9 voiles verticaux qui, reliés à la poutre de toit, assurent ensemble la stabilité sous cet effort horizontal de plus de 1500 tonnes. Les dispositifs que nous avons décrits dans ce cours fonctionnent dans le plan. Mais on verra que la fonction contreventée doit être pensée en volume, c'est-à-dire s'intéresser à chacun des plans verticaux et horizontaux de l'édifice pour assurer une stabilité inconditionnelle, quelle que soit la direction de l'effort horizontal. On verra que l'expressivité singulière de cet abribus de Hanovre repose sur l'exploitation de tous les concepts de stabilité spatiale.